Bonjour à tous. Bon, c'est un grand honneur. Je vais remercier Gérard de son invitation. C'est un grand honneur et un peu une escroquerie en même temps. Vous voyez, il n'y a pas de slide. C'est un artefact de cette escroquerie. Ça fait très longtemps que je ne fais plus de science. Je baigne dans la technique au niveau de l'ANSSI et puis dans mes postes d'avant, mais je ne fais plus de science, donc je ne vais pas vous parler de science. Je vais vous parler de sécurité numérique telle que je la vis au quotidien. Et avec une deuxième escroquerie, c'est que je vais répéter ce qu'a dit Gérard, parce que je connais d'autres histoires, mais je n'ai pas le droit de les raconter. Donc je vais m'appuyer sur celles-là qui sont publiques et qui sont déjà très, très éloquentes. Les autres, celles qui sont secrètes, elles ne sont pas plus éloquentes. C'est juste qu'il y en a beaucoup plus, de fait, malheureusement. Et donc, quand on connaît les histoires secrètes, on est juste encore plus inquiet, fondamentalement. Mais d'un point de vue qualitatif, là, on a déjà l'essentiel. Donc, je vais reprendre un petit peu tout ça. Donc, je suis désolé, il y aura plein de répétitions. Mais je vais vous redire la même chose sous l'angle voilà, de, je ne sais pas comment dire ça, de l'administration, de pouvoir public, un peu ça comme vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment de vous convaincre qu'on a un vrai sujet avec ces questions de sécurité informatique, raison pour laquelle je dois bien avouer que j'étais très agréablement surpris que voilà, ce dernier cours technique soit consacré à la sécurité, parce que justement, je suis totalement convaincu que ce développement de l'informatique, il ne faut plus dire informatique, il faut dire numérique, ou encore mieux digital, bref, c'est l'informatique, tout ça. Ce développement de l'informatique, qui s'est parfois opposé aux gens qui faisaient de la sécurité, eh bien, il ne sera pérenne et il ne sera source de progrès que si les questions de sécurité sont prises au juste niveau. Et ce juste niveau, il est probablement très élevé, mais là, ce sera à vous de vous faire votre idée là-dessus. À l'inverse, cette approche de la sécurité qui est souvent très noire, très pesante, c'est un peu tous les malheurs du monde dans ce monde numérique. On sait trouver les solutions. Je vais essayer de vous en convaincre. On sait faire bien. C'est mal fait en général, mais ce n'est pas une règle. On sait bien faire, par contre, ça demande de la compétence, ça demande des efforts, ça demande un peu d'argent, un peu de moyens, au juste niveau, là encore. Et si cet effort est fait, je suis persuadé que la plupart des grands problèmes, on sait tout à fait les résoudre aujourd'hui. Il n'y a pas de verrou, comme on pourrait dire. On a quelques beaux problèmes technologiques, probablement encore à résoudre, mais même ceux-là, ils seront résolus, j'ai absolument aucun doute. Par contre, ce qu'il faut, c'est arrêter de développer quick and dirty, de développer comme des cochons, parce que très souvent, c'est ça la base du problème. Il faut également arrêter de se comporter comme des cochons, parce qu'on est tous un peu responsables, parfois, de ces problèmes de sécurité numérique, où, bon, on fait mal parfois on sait qu'on fait mal, d'ailleurs. Et bon, voilà, c'est tout ça un peu qu'il faut faire évoluer, et c'est absolument indispensable, et ça peut avoir des enjeux très forts, y compris en termes de sécurité nationale. C'est un peu le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. Puisque l'ANSSI, en fait, l'ANSSI, je ne vais pas vous faire l'explication de ce que c'est que l'ANSSI, mais c'est une entité qui dépend du Premier ministre et qui s'occupe de sécurité informatique, avec comme filtre, essentiellement, de prioriser tout ce qui concerne notre défense et notre sécurité nationale. Donc tout ce qui peut menacer la nation. Et la nation, ce n'est pas l'État, la nation, c'est vous, c'est moi. Voilà, c'est toute cette cohésion qui aujourd'hui peut être gravement mise en danger par ces questions d'attaque informatique. Et il y aura toujours des attaquants, il y en aura toujours de plus en plus, ils seront toujours plus agiles, toujours plus forts, et c'est toujours eux qui jouent avec les blancs. Donc, de toute manière, il ne faut pas s'imaginer que tout ça est un effet de mode qui va passer. Je ne vois vraiment pas par quel miracle. Non, ce qu'il faut vraiment, c'est prendre ce sujet à bras-le-corps. Alors, si on revient un petit peu sur les menaces, ça a été très bien dit, donc je reprends les mêmes exemples quelque part, et avec une approche différente. D'abord, il y a des... Et puis c'est compliqué parce que très souvent, dans les médias, tout se mélange. Tout se mélange, et on a l'impression que toutes les attaques sont au même niveau, et puis c'est très anxiogène, mais on ne comprend pas très bien. Et puis à chaque fois, c'est toujours la plus grande attaque de tous les temps, parce qu'il faut faire des grands titres, hein, évidemment. Et des fois, d'ailleurs, j'attrape les journalistes qui écrivent ça, je dis, mais pourquoi vous avez dit ça? Vous savez très bien que ce n'est pas le cas et tout. Ah, mais c'est pas moi qui fais les titres, moi je fais que les articles, c'est mon rédac-chef qui fait les articles, les titres, enfin bon, c'est sûrement vrai d'ailleurs. Mais de fait, voilà, de quoi on parle en général? Ce qui fait souvent les grands titres, c'est des fuites massives de données, ces bases de données qui sortent là, en ce moment, c'est constamment, soit venues d'on ne sait trop où. C'est les motivations des gens qui publient ça sont parfois un petit peu obscures, pour être franc. Beaucoup plus souvent venu de la réglementation. Le règlement général sur la protection des données, qui est une approche européenne de la protection des données personnelles, c'est une avancée majeure dans la protection des données personnelles. On verra, c'est probablement quelque chose qui méritera d'être
À un moment, il faudra faire du rétexte, il faudra comprendre ce qui marche bien, ce qui est excessif, ce qui est sous-dimensionné. Mais voilà, le fait, quand on perd des bases de données qui nous concernent, nous en tant qu'utilisateurs, le fait d'avoir à le dire, eh bien, c'est probablement une bonne démarche, même si parfois, moi, dans mon métier, ça m'embête. On pourrait y revenir. Et donc, c'est comme ça qu'on voit... voilà, j'ai reçu les mails de Starwood me disant que voilà, mes données avaient été perdues. Mes gars sont allés voir dans la base de données de 700 et quelques millions d'adresses mail et ils sont venus voir sourire en coin en me disant tiens, il y a ton adresse mail perso qui est dedans et puis il y a aussi tes mots de passe, donc tu devrais faire gaffe. Bref, on est souvent tous concernés par ces choses-là. Et ça, c'est un peu le fond de roulement. C'est avec ça qu'on commence à vivre. Et d'ailleurs, à tel point que ça m'inquiète un peu, parce que comme c'est tous les jours, bah, à force d'entendre la même fréquence en continu, le cerveau est bien fait et finit par plus l'entendre. Donc le danger, ce serait ça. Ce serait qu'on s'habitue finalement au fait que toute cette fuite de données, c'est quelque chose de normal finalement. Et ce n'est pas normal. Bon. J'avance vite là-dessus. Après, on a des attaques qui sont visibles mais qui ne sont pas graves. Pas graves, ça dépend pour qui, mais... régulièrement, on a des attaques en déni de service, par exemple, qui bloquent des sites web, par exemple. Bloquer des sites web, encore récemment. Bon, vous avez remarqué que les samedis étaient un peu agités. Il y a un peu la même chose dans le monde numérique, et parfois il y a des appels à bloquer des sites internet. On ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a même récemment un communiqué de démenti d'Anonymous qui disait non, nous on n'est pas d'accord, on ne veut pas attaquer les sites web et tout. Enfin bon, je vous laisse chercher à comprendre tout ça. Et c'est quoi bloquer un site web? C'est simplement, on va comme ça, on va utiliser plein d'objets connectés, de machines compromises, mais sans que ça ait beaucoup d'impact d'ailleurs pour les détenteurs et ainsi de suite. Et puis on va aller saturer des sites web, ce qui fait que le site web est plus accessible pendant quelques minutes. Ça arrivait au site de l'ANSSI, ça arrive parfois au meilleur. C'est pas très grave, fondamentalement, parce que ces sites web, c'est pas des outils opérationnels. Il n'y a rien qui dépend vraiment de l'accessibilité de ces sites web. Alors, quand vous appelez la FNAC et qu'on est à 3 jours de Noël, là, la question se pose différemment, très clairement. Mais bon, je vais rester sur mon exemple. Le site web de l'ANSSI, si un samedi après-midi, il est inaccessible pendant 5 minutes, ça ne change pas la face du monde. Je suis presque surpris d'ailleurs qu'il y ait des gens qui le remarquent, mais ça, c'est faut être méchant. Et pourtant, ça peut faire du bruit. Et pourtant, ça peut réellement entamer la confiance que l'on veut développer dans le numérique. Et ça peut être mal interprété. Le site internet institutionnel du ministère des Armées, s'il est bloqué comme ça pendant 10 minutes, le titre dans la presse, ça va être « Attaque informatique massive contre les armées françaises ». Alors, mes collègues du ministère des Armées, à chaque fois, ils sont désespérés quand ils entendent ça, parce que non, les armées françaises, ça leur fait ni chaud ni froid, le fait que le site soit tombé pendant quelques minutes, mais on commence à toucher à la confiance. Tout ce dont on parle là, c'est une question de confiance, finalement. C'est très technique, mais au final, c'est la confiance des utilisateurs, de vous, de moi, dans ces systèmes-là, qui est en jeu, et cette confiance, elle est très, très, très fragile aujourd'hui. Après, il y a d'autres types d'attaques, toujours sur les sites web d'ailleurs, parce que c'est la partie visible. On a connu beaucoup ça en 2015, dans un contexte très désagréable qui était celui des attaques contre Charlie Hebdo, l'hypercachère. Vous vous souvenez, donc début 2015, cette mauvaise période. Eh bien, on a eu plein d'attaques contre notre site internet, en .fr, idéalement en .gouv.fr, pour aller afficher des messages. Alors, c'était assez variable. Ça allait de non, on n'est pas Charlie, si vous vous souvenez, tout ça, à des trucs très, très agressifs, très pro-terroristes. Bon. Est-ce que c'est grave? Pareil, question de jugement. Ça n'a pas forcément d'impact opérationnel, mais l'exemple que je prends toujours, le jour où vous avez vu un drapeau de Daesh en guise de page d'accueil sur le site web de votre mairie, eh ben, après, vous avez toujours une petite appréhension à aller inscrire vos gamins aux activités périscolaires. Et pourtant, c'est vers ça qu'on veut emmener nos concitoyens. Donc c'est un peu, je pense sur l'exemple, c'est du tag numérique. Voilà, c'est du tag comme on peut en faire sur un bâtiment, il y a toujours des imbéciles pour faire des tags et tout ça. C'est jamais très bon. Sauf que là, c'est fait sur Internet, donc c'est fait à la face du monde, et il y a un effet d'amplification qui est potentiellement très très grave. Mais si c'est bien fait, si les systèmes sont bien faits, et évidemment il y a une condition dans la phrase, et ça n'a pas d'impact opérationnel très très grave, parce qu'on ne rentre pas au cœur des systèmes qui sont censés être critiques. Bon, je passe là-dessus. Beaucoup plus grave, le développement de tout ce qui est criminalité. Alors la criminalité, ça commence à de la petite escroquerie sans aucun moyen d'ailleurs, qui est plus astucieuse qu'autre chose. En ce moment, juste pour illustrer,
Il y a toute une campagne des gens qui vous envoient un mail, qui vous disent, dans un français parfois un peu approximatif, hein, ça sent le Google Translate, ben voilà, je suis un méchant hacker, j'ai pris le contrôle de votre machine, j'ai pris le contrôle de votre webcam, je vous ai filmé en train de faire des choses inavouables, mais je vais garder ça secret si vous me versez 200 euros, 2000 euros, les sommes varient, en bitcoin évidemment, sur telle wallet. Bon. Extrêmement désagréable, même quand on a bonne conscience et tout ça, parce que c'est vraiment, c'est une atteinte à la vie privée. Et ça, c'est très grave. Ces méchants hackers qui font ça, en fait, c'est du spam, hein, ces mails. C'est rien d'autre que du spam. Y a aucune, c'est pas des attaquants informatiques. Ils n'ont pas attaqué votre ordinateur, évidemment. Ils n'ont pas fait l'effort d'aller pirater votre webcam. Je ne dis pas que c'est pas faisable, mais ça demande un véritable effort. Alors que là, ils se contentent d'envoyer des mails à des centaines de milliers de personnes, des millions probablement, vu le nombre de retours que j'ai eu simplement pour un sondage. Et puis, ben, dans le lot, tous ceux qui vont payer 1000 euros, ben, c'est autant de prix, parce que l'effort par victime, il doit être de quelques centimes. Et ben, s'il n'y en a que 1% qui paye la rançon, et ben, le retour sur investissement, pour parler en termes économiques, il est absolument colossal. Petite escroquerie, mais pénible. Et puis parfois, ils sont très malins, ces gens-là, parce qu'ils vont aller piocher dans ces bases de données de mots de passe qui ont fuité sur Internet, ils vont mettre ça dans leur message, en disant, regardez, la preuve que je vous ai attaqué, je connais vos mots de passe. Et alors là, d'un seul coup, on se dit, mince, il connaît mon mot de passe, donc c'est hyper crédible. Bah non, simplement, les mots de passe, on ne sait pas forcément, mais ils sont déjà sur Internet. Ce n'est pas des secrets, c'est plus des secrets. Bon. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a des escrocs qui sont très compétents techniquement, qui sont très dangereux, et qui ont compris que l'attaque informatique, les virus qu'on connaît, qui sont aussi vieux que l'informatique et tout ça, ou presque, eh bien, on pouvait y trouver un modèle économique dans ces virus. Parce qu'avant les virus, quand j'étais jeune, hein, je commence à parler comme ça, quand j'étais jeune, les virus, ils écrivaient des bêtises à l'écran, ils cassaient les disques durs, ils bloquaient la machine et tout ça, mais les gens qui faisaient ça, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent directement, manifestement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les rançongiciels, les ransomware, les cryptolockers, il y a plein de noms comme ça, ils vont chiffrer les données. Au début, ils chiffraient mal, donc on arrivait à s'en sortir. Aujourd'hui, ils chiffrent bien. Ils ont compris les principes de la cryptographie, les gens qui font ça. Et puis, ils vous disent, bah, c'est bien simple, soit vous payez une rançon, et on vous donne la clé de déchiffrement, et c'est très bien expliqué, d'ailleurs, quand c'est bien fait, soit, bah, tant pis, vous avez perdu vos données. Et puis là, bah, si vous avez des bonnes sauvegardes, vous pouvez vous en tirer. Si vous n'avez pas de sauvegardes, ça peut être absolument dramatique de perdre ces données. Donc c'est tentant pour les victimes de payer ces rançons. Là encore, bon, évidemment, le message officiel sera toujours de ne pas payer les rançons. C'est pas bien de payer les rançons, ça encourage le crime, ce qui est vrai. Entre toutes ces données et 300 euros, je peux comprendre que certains payent. Bon. Le gros problème, c'est que quand vous payez, vous n'avez aucune garantie que vous allez récupérer vos données réellement. Vous avez quand même affaire à des criminels en face. On ne sait pas où ils sont, on n'est pas prêt de les attraper, et ainsi de suite. Donc la qualité de service, hein, elle est variable, on va dire. Je dis ça sans rire, il y a des fois, elle est excellente. Parce qu'il y a certains de ces criminels qui ont justement à cœur d'avoir une très bonne réputation. Il faut que sur Internet, on dise bien, ah bah oui, moi j'ai payé et tout ça, et j'ai récupéré mes données, tout va bien. Donc il y en a qui ont une qualité de service qui est absolument remarquable, et de fait, ça marche bien. Et puis il y en a d'autres qui développent comme des cochons. Il y en a aussi chez les attaquants, des gens qui développent comme des cochons. Et ces gens qui développent comme des cochons, eh ben, soit ils ne sont pas fichus de vous renvoyer votre clé à vous, ils se trompent de clé, soit ils ne vous renvoient rien du tout, c'est une escroquerie, une double escroquerie, soit ils se sont loupés dans le chiffrement, ce qui fait que quand vous déchiffrez vos fichiers, vous avez les 1024 premiers octets, et puis le reste n'est pas déchiffré. Enfin, tout existe, on a tout vu. Voilà. Et puis très souvent, tout ça s'effondre tout simplement. Et typiquement, l'attaque WannaCry, donc c'était au printemps 2017, tout ça, et de fait, ce qu'on a pu tracer, tout ça c'est en source ouverte, hein, c'est que l'attaquant il a dû récupérer 30 000 $, par contre il a embêté la planète entière avec son truc. Et avec des conséquences dramatiques pour certains. Le pire exemple étant en effet probablement le service de santé britannique. Les hôpitaux ne marchaient plus, les systèmes d'ambulance ne marchaient plus, tout s'est complètement effondré. C'était un système qui était connu déjà pour être fragile, donc ça a été un petit peu le coup de grâce. Tout ça a coûté très cher, puisque les estimations britanniques sont autour de 90 millions de livres. Donc un système déjà qui a des problèmes de moyens, il n'avait pas besoin de payer ça. Et puis quelque chose dont on ne parlera jamais, probablement, c'est l'impact sur les personnes. Parce que quand il n'y a plus d'hôpital et que les ambulances ne savent plus où aller, eh bien il y a des gens qui meurent de manière prématurée, probablement. Et là, ce n'est pas pour faire de l'anxiogène pour l'anxiogène, mais
on rigole plus. On n'est plus dans le déni de service, on n'est plus dans les pages web trafiquées, on est vraiment dans notre sécurité personnelle, hein, qui peut être totalement engagée. Donc ça, c'était WannaCry. C'était pas drôle. Et c'est d'autant plus instructif que quand on a compris assez vite comment fonctionnait WannaCry, eh bien, on s'est rendu compte que... Alors, c'est un code assez complexe. C'est un mauvais escroc, mais un bon développeur qui a fait ça, probablement. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il utilisait une faille qui s'appelle Eternal Blue. Et cette faille, elle n'est pas totalement anodine, vu qu'elle a été volée à la NSA. Donc, tout ça... on fera des films avec tout ça, il y en existe probablement déjà d'ailleurs. Mais c'est assez original quand même, ce monde, dans ce monde informatique, ce qui se passe, parce qu'on a quand même peu d'équivalents avec le monde classique. Hein. Bon. Eh bien, de fait, la NSA, grand service de renseignement technique américain, qui fait de l'attaque et de la défense, c'est un peu mon homologue aux États-Unis, ça vous donne un petit peu une teneur des relations internationales que l'on développe. C'est intéressant, mais au sens anglais du terme. Ils font beaucoup d'attaques, hein, ils l'assument pleinement. Pour faire de l'attaque, eh ben, ils développent des outils, ils ont des bases de vulnérabilité, et puis ils font des outils qui sont plutôt très performants. Quand ça fuite, par contre, ils ne sont pas très bons pour garder des secrets parfois. Donc Edward Snowden en a fait la preuve. Dans ce cas fuité, c'est une base de données absolument incroyable. Hein. Eh bien, on trouve des outils, on trouve les modes d'emploi de ces outils, on trouve les slides, les présentations pour expliquer à quel point tout ça est génial et se faire mousser auprès de ces autorités. On trouve même des comptes rendus d'utilisation de ces outils pour dire tel machin contre telle cible, c'est un succès. Donc quand on est dans la cible, c'est un peu inquiétant, donc on va vérifier après. Tout ça est vrai. Et notamment dans ce qui a été volé, volé à la NSA par un groupe qui s'appelle Shadow Brokers. Alors, qui est ce groupe et tout ça, je sais pas. Eh ben, ils ont volé des tas de trucs, ils ont cherché à les mettre aux enchères. Je ne suis pas sûr que ça ait marché, et puis ils ont fini par les rendre publics, comme ça. Eh bien, il y avait cette faille, Eternal Blue, qui est une faille qui a tout de suite été jugée extrêmement critique par les spécialistes. Ça s'attaque à un protocole qui n'est pas le meilleur, d'ailleurs, qui s'appelle SMB. Et entre le temps de la publication de la faille, la réaction très rapide, objectivement, notamment de Microsoft pour patcher ce truc, et l'attaque, il s'est écoulé suffisamment peu de temps pour que beaucoup d'utilisateurs n'aient pas eu le temps ou n'aient pas pris le temps de patcher les systèmes. Donc on est dans une situation où des gens très forts se font piquer des choses très dangereuses. Hein, imaginez une des premières armées au monde qui se fait piquer des armes, comme ça, c'est vraiment ça dans le monde numérique, et puis utilisé par on ne sait trop qui pour faire de l'extorsion, pour faire de l'escroquerie, des choses comme ça. Et c'est vraiment contre ça qu'il va falloir apprendre à lutter dans le futur. Alors je passe. C'était quand même intéressant, cette attaque WannaCry. Dans la foulée, on a eu NotPetya, un peu différent, qui utilisait un peu la même faille d'ailleurs, mais pas seulement. Enfin, NotPetya, c'est un peu différent parce que, bon, quand c'est arrivé, déjà on avait passé un mauvais mois avec WannaCry. Le mois d'avant, c'était l'élection présidentielle, on avait passé également des week-ends difficiles. Et donc ça recommence. Je dis, mince, c'est une malédiction. Et là, tout de suite, mes experts me disent, attention, fais gaffe, NotPetya, c'est pas pareil. Ça ressemble, tout le monde tous les médias commencent à dire que c'est une nouvelle campagne, ainsi de suite, encore plus forte que la précédente, comme à chaque fois. Mais fais gaffe, c'est pas la même parce qu'on a commencé à analyser le malware. En fait, il ne chiffre pas les données, il les efface. Ou alors il les chiffre et il efface la clé, ce qui est c'est la meilleure manière d'effacer, probablement, de faire ça. Et là, assez vite, ce qu'on a compris, collectivement, hein, tout ça est également en open source, c'est qu'en fait, c'est l'Ukraine qui était ciblée. Et qui était ciblée de manière extrêmement habile. Puisque en Ukraine, il y a un logiciel qui est obligatoire, un logiciel de comptabilité publique pour déclarer des taxes, des choses comme ça. On doit avoir la même chose en France ou dans tous les pays du monde, mais ce n'est pas les mêmes. Et ce logiciel qui s'appelle Medoc, eh bien en fait, l'éditeur du logiciel s'est fait attaquer. La mise à jour du logiciel a été corrompue. Le malware a été intégré dans cette mise à jour. Et ensuite, chacun, appliquant les bons principes probablement de l'ANSSI ukrainienne, que je ne connais pas bien, mais qui doit exister, chacun a mis à jour ses logiciels, et en mettant à jour, a également récupéré le malware. Donc ça, en termes de ciblage, c'est absolument incroyable. Et en termes d'objectifs,
c'est purement destructeur. C'est vraiment de la... C'est la mauvaise intention, c'est vraiment le but, c'est d'aller embêter la cible, avec là une capacité de ciblage particulièrement intelligente. Alors qui sait? Qui a pu vouloir comme ça se payer toute l'économie ukrainienne d'un coup? Nous, on ne fait pas d'attribution et c'est assez pratique. Enfin, on peut avoir des idées, c'est pas interdit. Les gars me disent, l'Ukraine, c'est bien pratique, c'est une sorte de champ de tir numérique. Les pauvres, il faut voir ce qu'ils prennent. Le problème, c'est que là encore, les charges explosives, elles étaient mal dosées. Et surtout, elles n'avaient pas prévu le fait que ça allait éclabousser complètement en dehors de l'Ukraine, pour la simple raison que, certes, ce logiciel Médoc et tout ça, il est purement ukrainien, mais après, les réseaux, eux, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Et tous ceux qui avaient un orteil, un bout de réseau, bref, qui avaient une connexion avec l'Ukraine, et c'est le cas de beaucoup de multinationales, évidemment, eh bien, il y en a plein qui se sont fait infecter par ce truc qui était extrêmement virulent, qui était destructeur. Et là, il n'était même pas question de payer la rançon, puisque de toute manière, vous pouvez payer, c'était complètement bidon, l'espèce de pseudo-rançon qui était demandée. De toute manière, les données étaient effacées purement et simplement. Donc là, on change de catégorie, on passe de l'escroquerie, qui parfois d'ailleurs peut être menée par des États, à des fins de récupération d'argent, à des choses qu'on pourrait quasiment qualifier d'actes de guerre. Et d'ailleurs, c'est toute la question pour certains. Est-ce que c'est un acte de guerre ou pas, ce que je viens de vous décrire? Il y a notamment en ce moment un conflit aux États-Unis entre une société qui a été victime et son assureur, parce que l'assurance cyber commence à se développer, où l'assureur dit « Ah bah oui, mais moi, j'assure pas les actes de guerre. Allez relire votre police d'assurance, vous verrez que les actes de terrorisme, les actes de guerre, les trucs radiologiques, mais ces trucs ne sont pas couverts, en général, par les polices d'assurance. En tout cas, pas les polices standards. Et là, l'assureur dit bah, c'est un acte de guerre, attendez, c'est l'Ukraine qui se fait comme ça, qui se fait bombarder, moi j'y peux rien, donc c'est en dehors de la police d'assurance. Et puis la victime à qui ça a quand même coûté pas mal de millions, cette affaire, qui dit bah, attendez, moi j'en sais rien du tout, ce que je vois c'est que j'ai payé une police d'assurance pour assurer mes systèmes, que tout est tombé, et que maintenant vous refusez de me payer. Donc là, il va être intéressant en termes de jurisprudence, ce procès-là. Donc ça c'était notre PETIA, toujours pareil, le printemps 2017, particulièrement intéressant. Et puis on en a quelques autres, des histoires comme ça racontées, de sabotage, d'attaques. On a eu TV5 Monde en 2015. Il y a un attaquant très fort qui s'est dit je vais me faire TV5 Monde, qui était une victime faible d'un point de vue informatique, parce qu'il ne pensait pas être attaqué, enfin il ne pensait pas être une cible. C'était même crédible. En fait, tout le monde est une cible, c'est ça la conclusion de tout ça. Mais un attaquant très fort qui s'en est pris à TV5 Monde et qui n'a pas cherché à lui voler des données ou quoi que ce soit, mais qui est rentré dans son réseau, qui l'a cartographié comme ça pendant 2 mois, et puis à un moment, ils ont déclenché leur attaque et ils ont détruit tous les équipements de production audiovisuelle, les uns après les autres. Et détruire, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour détruire des équipements à distance? Aujourd'hui, c'est bien simple. On va bousiller le logiciel qui est à l'intérieur, alors que ce soit du microcode ou du logiciel sur une couche supérieure, mais ça revient à peu près au même. Et au final, il y a une telle perte de... D'abord, l'équipement, il ne marche plus, ça c'est très clair, et même à réparer, les équipements de TV5 Monde, ils sont partis à la benne. Ils ont été remplacés par des neufs, un peu mieux sécurisés. C'est totalement irréparable. Donc, on voit apparaître une liaison très forte entre le monde cyber, numérique, éthéré, que certains imaginent ou pensent imaginer, et puis ce monde physique bien réel. Et ça, c'est l'enjeu face auquel on est confronté aujourd'hui. Ce numérique, il est partout. Vous le savez, il est partout, il est dans les transports, il est dans tous les systèmes industriels, voilà. Il n'y a pas que les ordinateurs, il n'y a pas que la bureautique. Il y a toute cette informatique industrielle, cette informatique cachée très souvent. Aujourd'hui, aller dans une usine moderne, c'est incroyable. Il y a des automates de partout, et chaque petit automate, c'est la taille d'un disjoncteur. À chaque fois, dedans, il y a un processeur, de la mémoire, un Linux pas patché en général, et puis des moyens de communication. Tout ça a évolué à une vitesse absolument incroyable, et en général avec une maîtrise très limitée de la part des détenteurs de ces usines. Donc c'est vraiment ça, la transformation qu'il y a, et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire cette évolution de manière sécurisée, et donc sans ouvrir les portes en grand à tous ces attaquants qui ont les idées, qui ont déjà fait la preuve du fait qu'ils avaient ces idées. On pourrait prendre plein d'exemples, on peut se faire très très peur, sincèrement. Nous, au niveau de l'ANSSI, donc je vous dis, on est plutôt sur le champ défense et sécurité nationale, ça veut dire qu'on prend ça par l'angle, qu'est-ce qui est le plus grave? Donc on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux administrations les plus sensibles, aux ministères les plus sensibles.
plus pour des raisons d'espionnage, qui reste quand même le fonds de commerce. Et là, l'espionnage, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de règles, hein, quoi qu'on en dise. Et l'espionnage, c'est également intéressant parce qu'on se fait attaquer par nos alliés aussi. Donc, ça pose les problèmes de manière très, très particulière. Donc, l'espionnage, très clairement. Et puis, au-delà de ça, on travaille, depuis maintenant plusieurs années, très fortement avec ce qu'on appelle les secteurs d'activité d'importance vitale. Ça fait très techno, dit comme ça. En pratique, c'est qui? C'est les gens qui font de l'énergie, l'électricité, qui la fabriquent, qui la transportent, qui la distribuent. Tout ça, c'est informatisé, tout ça ne doit pas être attaqué ou attaquable. On travaille avec les télécoms, beaucoup, pour les mêmes raisons. Hein, la 5G, qui est un peu à la mode en ce moment. La 5G, la criticité des réseaux 5G, ça va être à peu près l'équivalent de la criticité, à terme, la même criticité que la distribution d'énergie. Peut-être même pire, parce qu'en électricité, vous pouvez toujours avoir une génératrice à diesel et tout ça, un moteur de sous-marin planqué dans les sous-sols pour faire de l'électricité si vous n'êtes plus alimenté par votre fournisseur. En télécom, c'est pas dit. Donc, ces réseaux, ils vont être très, très critiques. C'est ce qu'on appelle vraiment des infrastructures critiques. Nous et nos alliés. Enfin, tout le monde, d'ailleurs. Pas que nos alliés, d'ailleurs. Tout le monde voit ça comme ça. Les transports sont des sujets où on peut s'amuser à se faire très, très peur aussi. Enfin, s'amuser, avec des guillemets. Aujourd'hui, on n'a pas de terrorisme cyber. C'est encore une invention, c'est encore de la science-fiction. On a un terrorisme très rudimentaire. Et déjà efficace. Qu'est-ce qui se passera demain si un terrorisme technologique se développe? Bon, exemple, à chaque fois que je prends des exemples, après j'ai le droit des coups de fil. Hein, pourquoi tu as encore parlé de nous? Non, bon. J'en prends quand même un, ils sont habitués maintenant. Si demain, un groupe terroriste fait la preuve qu'il a fait s'écraser un avion de ligne par de l'attaque informatique, on va rentrer dans une crise mondiale sans précédent. Donc moi, je peux vous dire ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Il n'y a plus un avion qui décolle. Par contre, après, je ne sais pas vous raconter l'histoire. Donc, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas la vivre, cette histoire. Il ne faut pas en arriver là. Donc, on n'a pas le choix. Il y a peut-être des domaines où on peut attendre les attaques et fonctionner comme ça, jouer au chat et la souris avec les attaquants et jouer par essai-erreur, comme on le fait dans beaucoup de domaines. Mais dans ces secteurs absolument critiques, on ne peut pas se permettre d'échouer. Donc, il faut anticiper, il faut prévenir, il faut se protéger. Et toutes les grandes idées de contre-attaque et tout ça, elles seront vaines, très clairement. Le mal sera fait. Dans le domaine de la santé également, je vais arrêter là ma liste, mais il y en a d'autres. Dans le domaine de la santé, toute la santé est en train de se numériser, et c'est absolument formidable, ce que l'on voit d'ailleurs. Se numériser au niveau des infrastructures de santé, dans les hôpitaux, enfin, c'est juste fou. Les XP cachés, c'est une réalité, hein, c'est évidemment. Je surveille la pendule, mais juste une parenthèse, une anecdote personnelle. Bon, à la maison, je suis un peu parano, je fais un peu gaffe, je fais gaffe à ce que j'installe. Je reviendrai après sur les règles de sécurité, mais je fais gaffe à ce que j'installe, je fais gaffe aux mails que je reçois. Bon, j'ai jamais eu de virus. Je vais dire ça pour que ça... pour avoir un problème ce soir, mais pas une provocation non plus, hein, faut pas prendre ça comme un défi, mais de fait, j'ai jamais eu de virus. La seule fois où j'ai eu un problème, on va faire des échographies pour un heureux événement et tout ça, on fait des photos, tout allait bien, et puis à la fin, le médecin qui me dit, bon, si vous voulez, là, si vous avez une clé USB, vous me la donnez, je n'ai pas le droit de le faire, mais je vous donne les photos sur la clé et tout ça, très sympa, très sympa. Bon, je dis, bah, bien sûr, je n'étais pas là pour faire un cours de sécurité informatique. Je lui donne la clé, on rentre à la maison, tout va bien, je le branche sur le PC, alors là, un festival. Un festival. Voilà. C'est ce qu'on appelle un pot de miel, en fait. Hein. Donc, un truc non sécurisé où chacun arrive avec sa clé, chacun arrive avec son virus sans le savoir et tout ça. Et puis, ça fait une sorte de collection comme ça. Et puis, chacun repart avec l'ensemble de la collection, pour le coup. Ce qui me surprend encore, c'est que la machine continue à fonctionner, en fait, hein, pour être franc. Pas mon PC, hein, mais la machine pour l'échographie. Pourquoi? Tout simplement parce que le machin il a été fabriqué avec une version bien fixée de l'OS et surtout aucune procédure de mise à jour, évidemment, parce que tout ça, pour ça il faudrait que ce soit connecté et tout ça, et puis c'est évidemment pas connecté, et puis c'est pas demandé par le client, et puis voilà. Et au final c'est catastrophique. Donc là c'est pas grave ce que je vous raconte, enfin c'est pas très grave. Le jour où ça touche un scanner, le jour où ça touche un équipement de radiothérapie, ça peut être beaucoup moins drôle, objectivement. Il y a ça, et puis il y a toute la question des objets connectés. Alors c'est super ces objets connectés, ces pacemakers, les pompes à insuline, tout ce qu'on va nous mettre dans le corps et tout ça. On va vivre 20 ans de plus en bonne santé. Grâce à ça, c'est génial, objectivement. Il ne faudrait pas que ça nous tue.
Moi, je dis ça, je dis rien. Non, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet avec ça. Donc, comment faire pour que cette avancée formidable, elle se fasse en bonne intelligence avec ces questions de sécurité? Et on est sur des... Le gros problème, c'est que ces objets connectés, typiquement, il y en a certains, ils vont coûter 10 euros. Et passer de 10 euros à 11 euros, ça fait 10% plus cher. Donc, on commence à réfléchir. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la sécurité à ce prix-là? Très compliqué. Déjà, quand on fait un avion, c'est compliqué, alors que ça coûte parfois des centaines de millions. Quand on fait un truc à 10 euros, c'est encore plus complexe. Mais je suis sûr qu'on y arrivera. Globalement, on a su le faire pour les cartes à puce et choses comme ça, donc on devrait y arriver. Allez, dernier exemple d'attaque, que je ne sais pas classer dans le reste. Depuis 2016, on voit apparaître des attaques informatiques qui visent le fonctionnement même de nos démocraties, qui visent les processus électoraux. Donc c'est la campagne américaine qui a lancé ça. Campagne, si vous vous souvenez, hein, Trump, Clinton, tout ça, qui n'avait pas forcément besoin de manière autonome, ils arrivaient à générer suffisamment de bruit et de bêtises, mais ça a été en plus attaqué par des attaquants qui ont volé des mails notamment, qui les ont publiés, qui les ont agrémentés parfois, hein, qui ont rajouté des bêtises dans ces mails, histoire de discréditer tel ou tel personnage ou tel candidat, ou candidate en l'occurrence. Et dans la pire des situations, une situation où on a un 50-50. Hein. Vous vous souvenez, cette élection, victoire à Trump, majorité de voix à Clinton. Donc si l'attaquant a réussi à faire passer un pouillème de vote d'un côté à l'autre, simplement par cette manipulation de l'opinion, eh bien, il a changé le résultat de l'élection. Alors, les manipulation de l'information, désinformation et tout ça, c'est vieux comme le monde. Simplement, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un monde qui a changé, et un monde dans lequel il y a beaucoup de nouveaux outils qui sont offerts, permis, développés par les attaquants qui cherchent à manipuler ces opinions. Alors c'est très compliqué parce que ça mêle de l'attaque informatique, comme typiquement le vol de mail, et là, comme ça la diffusion, et également de la diffusion de fausses informations, de fameuses fake news, de la manipulation médiatique, de la manipulation sur les réseaux sociaux, donc, ce qui pour moi n'est pas de la sécurité informatique, ce sont des questions de sécurité, mais pas au sens SSI, hein, tel qu'on les traite. Mais de fait, depuis 2016, on vit avec ça, et on doit maintenant lutter contre ça. Et pendant l'élection présidentielle en 2017, 2 jours avant le scrutin, le vendredi, je me souviens très bien, j'avais même prédit en interne, j'avais dit, si on a un problème, de toute manière, ce sera à quelques heures, le vendredi à quelques heures d'une espèce de shutdown, là, du moment où plus personne n'a le droit de communiquer. Ça n'a pas manqué. À quelques heures, 3 boîtes mail de très proches du candidat Macron qui se sont fait comme ça diffuser. Ce n'est pas de la grosse attaque, hein, puisque c'est des gens qui se sont fait avoir par de l'escroquerie par mail, comme on peut tous se faire avoir quand c'est bien fait, objectivement, et avec potentiellement le risque d'un véritable impact sur le résultat de l'élection. Bon, je ne pense pas que ça en ait eu, parce qu'on n'était pas à un 50-50 non plus, loin de là, mais on va devoir apprendre à vivre avec ça, plus tout ce qui va avec, et qui n'est pas mon métier, qui est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la désinformation. Et alors ça, je vous laisse réfléchir, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il n'y a pas le vrai et le faux, c'est une évidence. Autre problème que je voulais partager avec vous, dans le domaine militaire dont je viens, en général, vous savez qui vous attaque. Alors, il y a toujours des opérations secrètes, des commandos ultra secrets, des hommes grenouilles qui ont des combinaisons dont ils ont coupé les étiquettes pour qu'on ne puisse pas retrouver le pays d'origine, quand ils pensent à couper les étiquettes, mais en général, ils savent le faire. Et quand ils oublient, ça fait du bruit pendant très longtemps. Mais la plupart des attaques, on sait qui attaque. Bon. Dans le domaine informatique, c'est l'inverse. En général, vous ne savez pas qui vous attaque. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En général, vous ne savez pas prouver qui vous attaque, ou il n'y a pas d'évidence sur qui vous attaque. Vous finissez par vous douter de qui c'est, et puis vous pouvez avoir une sorte de faisceau de présomption. Mais face à un juge au sens large, hein, quelqu'un qui a autorité, et qui doit décider si oui ou non c'est la personne que vous accusez est bien la bonne, eh bien c'est pratiquement impossible aujourd'hui d'apporter des preuves, dès que vous avez affaire à des attaquants de haut niveau. Alors il y a des fois, on a des indices intéressants. Qu'est-ce qu'on a comme indice ? On peut aller voir dans le code des malwares, hein, dans le code des virus.
Il y a des fois, on trouve des commentaires. Hein. Les attaquants ne sont pas très prudents sur les options de compilation, ils laissent les commentaires et tout ça. Et puis les commentaires, ils peuvent être en anglais, ils peuvent être en cyrillique, ils peuvent être dans un anglais un peu francisant, parce qu'on peut comme ça deviner un petit peu d'où ça vient, ça a pu exister. Donc on peut se dire comme ça, quand on trouve des commentaires en russe dans un malware, c'est que c'est les Russes qui nous attaquent. On a une preuve. Bon. Quand vous y réfléchissez, mettre comme ça des commentaires en russe pour faire porter le chapeau à un tel, c'est pas très compliqué à faire. C'est même trivial à faire. À tel point d'ailleurs que, alors je ne vais pas taper que sur la NSA, je vais taper sur la CIA aussi. La CIA s'est fait attaquer aussi par un autre groupe qui s'appelle Vol7. S'est fait piquer des outils, tout ça a été diffusé. Et puis parmi les outils de la CIA, il y en avait un où, alors là c'était vraiment avec une belle IHM, parce que probablement que les opérateurs de la CIA sont moins geeks que ceux de la NSA, une belle IHM où en fait vous avez un menu déroulant et vous dites à qui vous voulez faire porter le chapeau. Et ça intègre automatiquement les preuves pour faire porter le chapeau. C'est génial. Et en même temps très logique. Bon. Donc ça, c'est une preuve, mais une preuve moyenne. Qu'est-ce qu'on a d'autre les fuseaux horaires de compilation, les heures d'activité, tout ça. Bon. Une preuve aussi. Quand vous êtes un peu motivé, déjà vous pouvez changer la date de vos ordinateurs, ou même quand vous êtes hyper motivé, vous vous levez la nuit pour faire porter le chapeau aux autres. Hein. Ça, c'est pas hors de portée dès que vous avez un peu de moyens. Donc c'est pareil, c'est un peu louche. Dans les trucs rigolos qu'on a parfois fait, il y a certains attaquants qu'on suit, il y a une relation presque intime qui s'installe avec eux. Donc on suit leur activité. Donc il y en a certains, on sait qu'ils sont très, très actifs à les ponts du mois de mai, à des moments où ils savent que les défenses peuvent peut-être se relâcher. Donc, il y en a d'autres, il y en a qu'on sait qu'à Noël, pendant 15 jours, ils arrêtent. Probablement des fonctionnaires. Donc il y a des habitudes comme ça qui se prennent. Et puis il y a même certains attaquants où on corrèle les jours d'inactivité avec les jours fériés. Et en fait, quand vous avez une corrélation parfaite, ça désigne un pays. Quand vous prenez tous les jours fériés, en fait, c'est une signature d'un pays. Bon. Là encore, c'est quand même des bons indices très souvent, mais ce n'est pas des preuves, bien évidemment. Bon. Je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. On a plein d'exemples. Et puis très souvent, c'est à qui le crime profite. Hein, c'est les vieux adages des films policiers. Et donc quand vous mettez tout ça bout à bout, nous, ça nous arrive régulièrement de dire à nos autorités, c'est machin. Mais on n'a pas de preuves. Bon. Certains commencent, les Américains commencent, ils ont 2-3 cas intéressants de la justice américaine, où là, pour le coup, ils ont identifié qui a fait les attaques, ils ont les noms, ils ont les photos, en uniforme en général. Ça commence à se préciser, mais dans 99,9% des cas, on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas le prouver. Donc cette question de l'attribution, elle est absolument majeure. J'insiste un peu dessus parce que tous nos mécanismes de défense, de coopération, d'entraide mutuelle, que ce soit au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN, et ainsi de suite, s'appuient sur l'hypothèse parfois même totalement intuitive, même pas écrite, qu'on sait qui attaque. Là, quand vous ne pouvez pas dire qui attaque, comment est-ce que vous faites pour contre-attaquer? Comment est-ce que vous faites pour porter assistance à une victime, et ainsi de suite? C'est extrêmement compliqué. Donc on est dans une situation de sécurité qui est totalement inédite de ce point de vue-là et qui remet en cause énormément de mécanismes, pourtant bien rodés, et c'est bien dommage. Ce qui fait que beaucoup s'attachent à cette idée d'attribution parce que sans ça, on n'y arrive pas. Mon approche est plus de dire, l'attribution n'est pas près d'y arriver, il faut se concentrer sur de la protection, de la prévention, il faut empêcher les attaques, il faut rendre le coût des attaques beaucoup plus élevé pour les attaquants, et pas s'imaginer qu'on va les détecter pour ensuite contre-attaquer. Ce n'est pas le bon schéma. Mais voilà, quand je dis, notamment à des militaires, que la meilleure défense, c'est la défense, c'est pas glorieux. Mais c'est pourtant ce qu'il y a de plus efficace. Quelques mots sur des sujets qui ont déjà été abordés, mais qui me tiennent à cœur. D'abord la cryptographie. Pas uniquement parce que j'en ai fait il y a très longtemps, au siècle dernier, mais parce que ça reste la base de beaucoup de choses. La cryptographie, d'ailleurs, c'est un bon exemple. On a mis 2000 ans à faire passer l'avantage de l'attaque à la défense. Et notamment, il a fallu 2000 ans pour se rendre compte que le secret des méthodes, ce n'était pas la bonne manière de protéger les méthodes de chiffrement. Et ce n'est pas intuitif. Si on a mis 2000 ans à en arriver là, c'est que c'était probablement pas intuitif. Et puis tout s'est un peu inversé dans les années 70, à la fois au niveau de tout ce qui est chiffrement symétrique, qui a été dit rapidement, et également avec l'invention de toutes les méthodes de cryptographie asymétrique, qui permettent vraiment, là, pour le coup, ça a levé des verrous technologiques
absolument phénoménaux, et ça a permis tous les usages que l'on peut connaître. Donc, cette prise de conscience à la fin du 19e, bon, ça a été énoncé par Kerckhoff, à la fin du 19e, mais finalement réellement appliqué que très tard, du fait que la méthode devait être publique et seules les clés devaient être secrètes, ça a été vraiment un tournant. C'est la base de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut dire qu'on sait faire de la cryptographie, de bons mécanismes cryptographiques. Il faut être très modeste dans ce domaine-là. Il y a parfois des mauvaises surprises. Mais globalement, au niveau théorique, c'est incroyable le progrès qui a pu être fait. Là où ça se gâte sérieusement, c'est évidemment au niveau des implémentations. Et alors là, c'est vraiment un sport extrême. Hein. C'est hyper compliqué de bien implémenter. Plusieurs exemples éloquents ont été cités. Moi j'aime bien le coup typiquement des messages d'erreur. Quand on développe bien, c'est ce qu'on apprend à faire, hein, bons messages d'erreur et tout ça. Le simple fait, finalement, dans certains protocoles crypto, d'envoyer des messages d'erreur quand il y a un truc louche, rien que ça, finalement, quand c'est bien fait, quand l'attaquant fait bien son truc, ça permet de tout casser. C'est assez incroyable. La génération d'aléas, c'est un truc incroyablement compliqué, en fait, à faire. Alors qu'on pourrait se dire, il n'y a pas plus simple. C'est incroyablement compliqué. Et il y a certains systèmes cryptographiques dont on sait prouver la sécurité, avec quelques bonnes hypothèses, mais bien identifiées, eh bien, dès que l'aléa, et en crypto asymétrique, il y a beaucoup d'aléas, c'est vraiment une des bases fondamentales, dès que l'aléa peut être un tout petit peu biaisé, eh bien, on peut tout ruiner. Donc là c'est vraiment passionnant, hein, là, pour le coup. Pour les jeunes qui veulent faire des sciences marrantes dans ce domaine-là, ça reste un champ d'exploration absolument incroyable. Et puis, il y a l'implémentation, que ce soit logiciel ou matériel ou un peu entre les deux. C'est passionnant de regarder ce qui s'est fait notamment en termes de sécurité des cartes à puce. Alors, ça nous renvoie aux canaux auxiliaires, avec des cas plus simples probablement que ce qui se passe sur les microprocesseurs, mais quand on a découvert, vers 96, quelque chose comme ça, que une carte à puce, ce n'est pas l'attaque la plus simple à faire, mais qui est la plus triviale finalement en termes de canal de fuite. Simplement en regardant le temps de calcul, on pouvait en déduire des secrets. Ça a été une vraie surprise, effectivement. Et puis une carte à puce, c'est un bon exemple, parce que c'est des concentrés de technologie absolument incroyables, mais c'est très vulnérable en même temps une carte à puce. Vous lui apportez tout, hein, vous lui apportez en général l'horloge, l'énergie, donc et puis c'est pas très intelligent une carte à puce. Voilà, et donc les attaques qui sont sorties à cette époque-là, et qui ne font que se raffiner depuis, que ce soit par exemple en regardant la consommation de courant, et ben les cartes à puce qui n'étaient pas prévues pour résister à ça, simplement sur le silo, on lisait les clés, les secrets qui étaient contenus dans les cartes. Ça aussi, ça a été un choc, y compris pour des mécanismes crypto très robustes, qui sont encore robustes aujourd'hui. Ce sont deux choses très différentes. L'autre type d'attaque qui a également été totalement révolutionnaire, ce qu'on appelle les attaques par faute. Alors c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est pas des canaux c'est pas de l'information qui fuit, mais on provoque des erreurs et on en déduit des secrets. On pourrait se dire, quand on provoque une erreur, on grille la carte ou bien on obtient un résultat faux et tout ça, et on ne peut pas en tirer grand-chose. Typiquement, avec certains mécanismes de cryptographie asymétrique, là encore, qui sont théoriquement très robustes, vous faites le calcul une première fois, une signature par exemple, vous le faites une première fois normalement et une deuxième fois en provoquant une faute, si ce n'est pas protégé, par un calcul mathématique trivial, vous en divisez la clé. C'est vraiment fascinant. Et puis tout ça, évidemment, alors comment est-ce qu'on fait pour faire des fautes? Bon, avec un laser, typiquement, ça marche bien. Alors il faut bien le doser, parce que pas assez fort, ça fait rien, trop fort, ça fait un trou. Mais entre les deux, on arrive à faire des erreurs. Un bit qui s'inverse, un truc comme ça, enfin, ça reste de l'électronique. Hein. Et puis tout ça, et là on est vraiment dans le titre que j'avais transmis, je parlais de glaive et de bouclier, c'est l'attaque et la défense. Alors là, l'attaque et la défense, ils jouent les uns contre les autres depuis maintenant 20 ans, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc la défense continue à rajouter des systèmes de protection, de détection, d'attaque, des choses comme ça. Et puis les attaquants, au sens éthique du terme, hein, notamment dans les centres d'évaluation avec qui on travaille, eh bien, ils perfectionnent leur méthode. Et il y a comme ça ce jeu permanent. Raison pour laquelle, vous avez peut-être déjà demandé pourquoi votre carte bancaire est changée tous les 3 ans. C'est pas parce qu'elle est un peu effacée, c'est pas parce que... Non, c'est parce que la puce qu'il y a dedans n'est plus du tout la même, tout simplement. C'est pour ça que c'est important de vous la récupérer tous les 3 ans, votre carte, pour en donner une nouvelle, qui repart sur un composant de qualité. Quand on travaille sur des composants d'il y a 10 ans, sincèrement, ça tient 10 secondes. Donc voilà,
c'est tout ça qu'il faut être capable. Donc là, c'est de l'astuce, quelque part, pour, donc, dans ce jeu de chat et de souris, pour rester à un bon niveau de sécurité. Sur la crypto, deux choses encore. D'abord, on entend beaucoup de bêtises sur le quantique. Grand classique quand on veut tout mélanger. Parce que les termes s'y prêtent. D'abord, il y a l'ordinateur quantique. On s'est longtemps demandé s'il allait exister un jour. Bon, là, on n'a plus trop de doutes. Après, quand est-ce qu'il sera en vente à la FNAC, je ne sais pas. Ça, probablement pour un certain temps. Le gros problème de l'ordinateur quantique, enfin, le gros problème, le gros avantage, suivant qui on est, c'est que ça permet sûrement de faire des tas de choses, mais enfin, ça permet essentiellement de casser la cryptographie asymétrique. Ou en tout cas, les algorithmes les plus répandus. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si ceux qui ont mis des sommes colossales là-dessus, eh bien, ça tourne autour de la NSA. Et ils ne s'en cachent pas. Donc ça c'est un premier problème. Donc si la crypto asymétrique devient vulnérable, ça veut dire qu'un jour, il faudra en changer. Donc il nous faut des mécanismes cryptographiques qui résistent. On appelle les mécanismes post-quantiques. Crypto post-quantique. Donc là, c'est tout un champ, un nouveau champ, enfin depuis maintenant plusieurs années, qui est ouvert pour de la recherche qui aura des applications, parce que c'est les standards de demain qu'il faut définir, pour faire des algorithmes asymétriques, comme ceux de tout à l'heure, qui échangeaient, les RSA et compagnie, mais qui résistent à cet ordinateur quantique. Il y a des pistes, mais ce n'est pas si simple à faire. Et puis, pour tout compliquer, il y a la cryptographie quantique qui existe aussi. Alors c'est là où, en général, tout se mélange. Crypto-quantique, ça veut simplement dire qu'on n'utilise plus du tout les mécanismes dont on a parlé là, mais on utilise les propriétés de transmission optique pour faire en sorte, ce qui est le contraire de l'hypothèse habituelle en crypto, mais faire en sorte que le canal ne soit pas interceptable, qu'on ne puisse pas intercepter les messages. Plus exactement, quand on intercepte, ça a véritablement un impact sur la transmission, et donc on peut comme ça monter des choses sécurisées. Donc, crypto quantique, ordinateur quantique, crypto post-quantique, sont trois choses qui n'ont rien à voir, fondamentalement, mais quand vous mélangez tout ça et que vous en faites un concept bizarre pour parler dans les salons le soir, et ben ça fait ce truc quantique qui énerve tous les cryptos en général. Mais c'est un vrai sujet en soi, un vrai sujet qui est bien pris en compte. Dernière chose sur la crypto, aujourd'hui la crypto moderne, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle est trop forte. Alors ça, c'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile. On sait très bien, tous les services de renseignement, d'enquête et tout ça, déjà il y a très longtemps, avaient identifié le fait que la crypto, ce serait dangereux. Exactement ce qu'on dit. La France a fait partie des pays qui ont résisté le plus longtemps. Je ne sais pas si c'est glorieux ou pas, mais à un moment, on s'est rendu compte, c'était au milieu des années 90, qu'il y avait 3 pays qui interdisaient encore la cryptographie pour un usage grand public, et ça devait être l'Iran, la Corée du Nord et la France. Donc ça, politiquement, c'est pas très réaliste. Donc 98, il y a eu des travaux qui ont été menés pour une libéralisation de la crypto, et puis je vous passe les détails parce que ça a résisté. 2004, dans la loi, il a été écrit, alors je cite, pour vraiment être mot à mot, l'utilisation des moyens de cryptologie est libre. C'est fort de mettre ça dans un texte de loi. Et le fait qu'il y ait une nécessité d'écrire ça dans un texte de loi, ça veut dire quelque chose. Donc aujourd'hui, l'usage de la cryptographie en France est libre. Ça pose un problème, c'est que pour les services d'enquête, pour les services de renseignement, eh bien, il y a des cas où ils aimeraient bien pouvoir la casser, cette crypto. Et donc on est dans un débat qui est compliqué, objectivement, et qui n'est pas qu'en France, loin de là, qui est comment est-ce qu'on fait pour permettre à tous les gentils d'utiliser la crypto, mais pas aux méchants. Alors, posé comme ça, vous doutez bien que la réponse, elle n'est pas facile. Toutes les grandes idées, genre, faut réinterdire la crypto, donc là, c'est même pas la peine d'y penser, bien évidemment, parce que les conséquences négatives seraient sans commune mesure avec le gain, et de toute manière, ce serait très illusoire, parce que avec ce genre d'idée, on embête les gentils et on n'embête pas les méchants. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. La deuxième idée, on va affaiblir la crypto pour la mettre juste au niveau, c'est-à-dire que les grands services vont être capables de la casser, mais pas les autres. Bon, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus, parce que le temps joue contre nous, à supposer que les gentils aient plus de puissance de calcul que les méchants, ce qui est déjà une très grosse supposition en soi. Et puis après, il y a des solutions beaucoup plus techniques de portes dérobées, de trapdoors, de choses comme ça. On va bidouiller un peu la crypto pour faire en sorte qu'elle soit accessible par ceux qui ont les bons passe-partout. Alors les passe-partout, ça ne marche pas. Si vous avez une valise un peu haut de gamme, il y a sûrement une clé TSA qui permet de l'ouvrir.
Bon, mais les clés TSA, elles s'achètent pour quelques euros sur Internet. C'est passe-partout de l'administration américaine. Alors là, on est dans le monde physique, hein, c'est pas de la crypto. Mais le pendant, donc ça marche pas dans le monde physique, ça c'est démontré, archi démontré. Dans le monde numérique, ça marche pas plus, objectivement, parce que très très vite, les méchants ont également les clés. Même si c'est bien fait, cette affaire-là. Donc on m'accuse souvent de défendre la crypto et de ne pas apporter de solution à ce problème d'accès légitime, notamment par les services d'enquête. Mais de fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et tant qu'on n'a pas de solution, et je ne suis pas sûr qu'on en trouve un jour des solutions, eh bien, il faut admettre que le bénéfice de ces mécanismes est largement supérieur aux problématiques qu'ils peuvent nous poser également en termes de sécurité. Bon, c'est un sujet récurrent de toute manière, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Il faudra continuer à expliquer ces choses-là en continu. Le temps passe très vite, il faut que j'avance. Je vais vous dire 2 mots d'open source et d'OS open source pour faire de la pub. Alors moi, dans ma fonction, je ne suis pas à dire les logiciels propriétaires, c'est pas bien, les logiciels open source, c'est bien. Parce qu'en termes de sécurité, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de l'open source très mal fichu, effectivement. Voilà. Et le fait de se dire, oh, bah, c'est pas grave, vu que c'est open source, les gens le verront, c'est pas vrai. C'est très bien. Il y a des bugs très graves qui ont été trouvés dans certains systèmes open source, où en fait, quand on va voir le code source, il y a un commentaire à côté qui dit « Bon, alors ça, c'est tout pourri, j'ai pas le temps de corriger, mais il faudra quand même y penser, parce qu'en termes de... » Il y a le bug qui est expliqué. Il dit « C'est pas bon parce que ci et parce que ça, et j'ai pas eu le temps de corriger. » Et ça dure pendant des années après, parce que, évidemment, personne ne relit l'intégralité du code source avant de compiler, et puis il faut être encore capable de le faire. Bon, je passe là-dessus. À l'inverse, les systèmes propriétaires, bah, évidemment, ce n'est pas forcément super sain de base. On pense tous un peu au même. Ils ont fait de gros progrès. Mais ça reste un petit peu dérangeant, cette obscurité des codes. Donc, mais de fait, voilà, je ne veux pas dire qu'il y a les gentils et les méchants, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je disais que je voulais faire de la pub parce qu'on a récemment rendu open source une version de Linux sur laquelle on a travaillé pendant très longtemps. Sur Olivier là-haut qui doit connaître ça par cœur. En fait, c'est un Linux qui est durci. Alors, durci, ça veut dire qu'on a commencé par enlever tout ce qui ne servait à rien. Et c'est déjà bien en termes de sécurité d'enlever tout ce qui ne sert à rien. Et c'est beaucoup. On est surpris parfois. Hein. On a fait le travail récemment sur un logiciel open source de messagerie instantanée dans un projet interministériel. La plus-value de l'ANSI, ça a été de virer 80% du code source. Et à la fin, on ne se rend pas compte du fait qu'on a réglé des trucs, et même, les gens nous disent « Oh, ça marche vachement mieux ». Ça fait réfléchir les informaticiens, ça. Hein. Ça rend modeste, là aussi. Et surtout, ben voilà, ça fait autant de surface d'attaque en moins, fondamentalement. Tout le code mort et tout ça, évidemment, il faut l'enlever. Bon. Donc tout ça pour dire qu'on a fait une version durcie de Linux, et qui permet également d'avoir différentes cages, différentes instantiations, avec cette idée de schéma assez simple où, bah, pour faire de la sécurité, le diable, c'est Internet. Faire de la sécurité de bon niveau en étant connecté à Internet, c'est super dur, même quand vous êtes bon. Donc ça complique un peu les choses, évidemment. Par contre, avoir des machines sur lesquelles on arrive en virtualisant à avoir une instance connectée à Internet, avec le risque, évidemment, qu'elle soit compromise, et une autre instance qui, elle, n'est pas connectée à Internet, tout en ayant quand même les deux sur une même machine, parce que 2 machines, c'est quand même pénible, et puis c'est quand même bien de temps en temps de pouvoir passer de l'information de l'un à l'autre. Ça, c'est quand même un modèle qui nous semble particulièrement intéressant et prometteur. Donc voilà, ça s'appelle ClipOS, j'encourage à aller voir. C'est open source, depuis, alors qu'on a travaillé, on a fait de l'open source secret pendant 10 ans, maintenant c'est de l'open source qui est réellement open source. Ça fait partie des beaux projets, je trouve, qui font partie des produits de l'agence. Dernier point, 2 derniers points. On n'a pas cité l'intelligence artificielle, c'est très étonnant quand même dans un exposé. Voilà. Bon. Au-delà de l'effet buzz et tout ça, nous, ça transforme nos métiers, l'intelligence artificielle, évidemment, comme pour tout le monde. Mais bon, quel que soit, moi, en interne, les gars ils me disent « dis pas intelligence artificielle, il faut dire machine learning, c'est quand même beaucoup plus sérieux. » Bon, machine learning. Pour les défenseurs comme nous, c'est une vraie révolution parce que un de nos métiers, c'est le métier de la détection. Donc on voit passer des flux colossaux et tout ça. Et là-dedans, il faut trouver la micro-aiguille dans cette immense botte de foin qui trahit peut-être une attaque. Et alors ça, vraiment, si ce n'est pas un champ d'application formidable pour l'intelligence artificielle, je ne comprends plus rien. À l'inverse, pour les attaquants, on voit certains attaquants qui aujourd'hui, manifestement, c'est plus des gens derrière leur clavier qui font. Hein.
ces mécanismes d'automatisation et tout ça plutôt malins sont en train de se mettre en œuvre. Et puis il y a un troisième sujet qui est beaucoup plus fin sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas trop le classer d'ailleurs, c'est la sécurité même de ces IA. Et notamment, alors je ne sais pas trop comment on fait ça, hein, c'est un sujet qui dépasse complètement nos compétences, mais nous ce qu'on apporte quelque part c'est notre esprit un peu pervers. À quel point on peut empoisonner un mécanisme d'apprentissage. Et il y a déjà pas mal de... On trouve plein de trucs sur Internet déjà. Les trucs de reconnaissance d'image, c'est très facile de faire passer un pingouin pour une autruche, hein, ou n'importe quoi pour n'importe quoi, alors que pour un humain, non. Donc ces mécanismes de... Voilà. Et est-ce qu'il est possible, avec un nombre limité de données empoisonnées, d'aller modifier de manière importante, structurellement, un apprentissage? La réponse est oui, clairement. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? C'est un vrai sujet extrêmement complexe. Et puis le sujet du vote, c'est un sujet que j'aime beaucoup, parce que c'est très compliqué de faire du vote électronique, pour plein de raisons. Et alors, ça revient un peu avec les règles sur les règles de sécurité. La situation en France aujourd'hui, les machines à voter, ça existe, hein, peut-être que quand vous votez sur une machine électronique, informatique, je ne sais pas comment dire. Et en fait, ça existe depuis assez longtemps, cette autorisation, c'est prévu par la loi depuis longtemps. Il y a eu un moratoire en 2007 ou 2008 qui a dit, oh là, on commence à avoir un doute sur la sécurité de ces machines, donc ceux qui n'en ont pas acheté, ils n'ont plus le droit d'en acheter, et ceux qui en ont acheté, vous n'avez plus le droit d'y toucher, mais vous avez le droit de les utiliser. Donc cherchez l'erreur dans cette phrase. Et donc c'était en 2008, on est en 2019, et donc ces machines, c'est les mêmes qu'en 2008, voire même beaucoup plus anciennes. Vous n'avez pas le droit d'y toucher, donc elles ne sont pas mises à jour. Donc c'est exceptionnel, ces machines. Donc là, on a un vrai souci avec ça. On a un vrai souci avec ça qui va être compliqué et qui se repose à chaque élection. Et puis il y a le vote des Français de l'étranger, le vote par Internet. Alors là, c'est vraiment très compliqué. Il y a un peu un paradoxe. En 2012, on l'a fait pour les Français de l'étranger, malgré les trous qu'il y avait. En 2017, on ne l'a pas fait pour les législatives. C'est uniquement pour les législatives aujourd'hui, pour limiter la catastrophe, s'il y a un problème. En 2017, moi je suis allé voir les autorités en disant c'est pas raisonnable. On ne peut pas y aller. Alors, ça n'a pas été la folle ambiance, hein, évidemment. Parce que, évidemment, d'un point de vue politique, d'un point de vue vis-à-vis des électeurs, on a l'impression d'une régression et c'est très dur à comprendre. Bon, j'étais trop long, donc il y a plein de choses que je voulais vous dire, je ne vous les dirai pas. La salle me ferme qu'à 7h, il y a la séance de questions après, tu peux y aller. Pouf. 2 mots alors quand même pour dire, une fois qu'on a bien peur et qu'on a pris conscience que tout ça était très complexe, j'ai dit que je voudrais vous convaincre qu'on sait se protéger. Alors c'est un peu frustrant parce que, alors des guides, vous allez sur ssi.gouv.fr, des guides, il y en a plein. Ça va des trucs absolument élémentaires, plutôt pour les particuliers, à des trucs de haut niveau. Donc il y a ce que j'appelle la bibliothèque rose, la bibliothèque verte et tout ça, en souvenir des livres de nos enfances. Il y a un truc assez facile d'accès, qui est déjà assez sérieux, qu'on a fait avec la CPME, l'Organisation des petites et moyennes entreprises, qui dit, voilà, vous n'êtes pas des experts en cybersécurité, vous ne le serez jamais. Voilà 12 règles à appliquer. Donc je vous encourage à aller voir ce guide. Déjà, quand on fait ça, on évite tout le tout venant en termes d'attaque. C'est déjà pas mal. Si c'est la NSA qu'on a après vous, ça ne suffit pas. C'est une évidence. Mais c'est déjà pas mal. Et là-dedans, on va retrouver attention à vos mots de passe, les classiques, attention à tout ce qui est connexion USB, à ces choses-là, attention à la séparation des usages. Nous, historiquement, à l'ANSSI, on se bat contre le BIOD, le Bring Your Own Device. Cette idée assez étonnante que les employés, les collaborateurs vont venir avec leur PC, avec leur téléphone, ainsi de suite, perso, et vont travailler avec dans le cadre du réseau de l'entreprise. Alors ça, pour ceux qui veulent faire de la sécurité en entreprise, bon courage. Chacun arrive avec son bazar, et il faut que l'ensemble soit sécurisé. Pareil, hein, je pense qu'on doit pouvoir démontrer que ce n'est pas faisable, cette affaire-là. Et pourtant, c'est une idée, parce que on se dit, voilà, l'idée un peu naïve, ça va faire des économies. Et puis en plus, les utilisateurs, ils sont ravis. Ils sont ravis. Moi, j'aimerais bien pouvoir utiliser mon téléphone perso pour travailler. Parce que j'aurais qu'un téléphone et tout ça, j'ai pas à jongler et tout. Simplement, on ne sait pas faire et c'est pas raisonnable. Bon. Attention à ce que vous téléchargez, attention aux mails et tout. Tout ça, c'est pas des trucs absolus. C'est-à-dire que si vous le faites scrupuleusement, vous ne serez pas pour autant 100% sécurisé. Mais c'est tout ça qui crée une hygiène informatique
qu'il va bien finir par falloir apprendre, notamment à l'école, hein, parce que c'est avant tout à l'école qu'on apprend les choses, eh bien, il va falloir apprendre ces choses-là, parce que sans cette hygiène, sur cette base élémentaire, vous pouvez faire des choses extrêmement compliquées derrière, vous pouvez faire de la très belle science, vous pouvez faire de la très belle technique, la technique très chère. Eh bien, s'il n'y a pas l'hygiène de base, eh bien, comme on a mis des siècles à l'apprendre en médecine, eh bien, tout ça est ruiné. Vous pouvez faire les meilleurs vaccins au monde et tout ça, et ben, ceux qui ne se lavent jamais les mains et ainsi de suite, bah, ils seront malades quand même. Deuxième page de pub, il y a une plateforme qu'on a faite qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Si vous avez un problème, si vous voulez vous renseigner, si vous avez quelqu'un qui a un problème, eh bien, vous l'envoyez là-dessus. Ce n'est pas l'ANSSI, hein, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est fait plutôt pour les PME ou pour les individus. Vous allez y trouver de la sensibilisation, donc cybermalveillance.gouv.fr, la sensibilisation, des messages très simples qui expliquent les bases, donc cette hygiène dont je parlais, et également en cas de problème, le jour où vous avez un problème chez vous, parce que ça peut vous arriver, alors évidemment il faut aller porter plainte, mais ce n'est pas le policier ou le gendarme qui va réparer votre PC, hein, ce n'est pas son métier. Pareil, quand vous êtes cambriolé, ils vont venir faire les constats, ils vont prendre la plainte, mais ils ne vont pas réparer la porte, hein, ce n'est pas leur métier. Eh bien cette plateforme, elle vous met en relation avec des prestataires informatiques plutôt locaux qui ont signé une charte et qui peuvent vous aider. Alors, ce n'est pas toujours magique, mais si vous avez des sauvegardes, si vous avez... voilà, où ils peuvent faire de leur mieux, quelque part. Et donc, on peut trouver de l'aide pratique comme ça, et ça n'existait pas jusque-là. Donc, c'est une manière d'apporter un peu de concret positif pour les gens qui sont victimes. Et puis, c'est également une manière, mais j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui y aillent, de faire de la prévention en amont, parce qu'on est vraiment dans les domaines où, une fois encore, la meilleure défense, c'est la défense. Et puis je disais, la formation, c'est vraiment un sujet absolument majeur. La formation à tous les niveaux. Alors, former des experts en cybersécurité, nous évidemment, c'est notre obsession parce voilà, on veut les embaucher après. Et puis, on arrive à embaucher des gens, mais de fait, il y a un décalage entre l'offre et la demande en termes de quantité, parce que tout ça est allé très très vite, objectivement. Quand on est pessimiste, on peut même se dire que la situation s'aggrave, puisqu'il y a de plus en plus d'experts, mais comme la demande croît encore plus vite, le gap continue à s'étendre, donc ça c'est un vrai problème. Je pense que quelque chose d'absolument essentiel, c'est d'enfin apprendre la sécurité systématiquement aux gens qui font de l'informatique ou du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a ceux qui développent, parfois n'importe comment, souvent n'importe comment, et ceux qui essayent de patcher tout ça, et c'est totalement inefficace comme système. Quand on veut faire commercial, on parle de security by design. La sécurité, ça se pense dès le départ, ça se construit dès le départ. Quand on fait un beau système non sécurisé et qu'on dit c'est pas grave, je vais passer un avenant à tel industriel spécialisé, il va nous sécuriser ça par-dessus, ça ne marche pas. On a essayé dans tous les sens, on a payé des sommes folles pour les systèmes les plus critiques, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment que ce soit ceux qui développent qui fassent en même temps de la sécurité. Et ça tout au long du cycle de vie. Donc les mises à jour et tout ça, et ça pose des tas de questions. Dernier point. Le 12 novembre dernier, dans le cadre du Forum pour la paix, c'était les commémorations du 11 novembre, vous vous souvenez peut-être de ça, l'Internet Governance Forum en parallèle, une semaine numérique, quelque chose de politiquement assez fort. Le président a fait l'appel de Paris pour la paix et la stabilité dans le cyberespace, un truc comme ça. Un truc tout bizarre en apparence. Le fait de dire, écoutez, ce cyberespace, cet espace numérique, ce bien commun, il est devenu hyper critique. Et on se doit collectivement, et avec tous les gens de bonne volonté, de le sécuriser, de le stabiliser, et de faire en sorte que ce soit un espace de paix. Alors les esprits critiques, ils disent, oh, c'est bon, là, les naïfs sont de retour, à appeler à la paix à un moment où, au contraire, on a plutôt une course aux armements qui est en train de se produire, et puis des agressions qui sont de plus en plus violentes. Bon. C'est quand même important d'y revenir, parce qu'évidemment, c'est tout sauf naïf, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il faut dès maintenant préparer le jour d'après. On va avoir des attaques qu'on n'a pas encore vues, des attaques qui seront inacceptables, intolérables. Je ne sais pas lesquelles, mais on peut malheureusement faire plein d'hypothèses et plein de scénarios. Et quand on sera mis d'accord, mais pour le coup c'est à l'échelle mondiale tout ça, il ne suffit pas de se mettre d'accord entre quelques pays like-minded qui pensent pareil, pour peu qu'ils pensent pareil d'ailleurs. Non, il faut vraiment tous ensemble se mettre d'accord pour dire non, il y a des règles, il y a une sorte de droit international qui s'applique à l'espace numérique.
Parce qu'autrement, c'est le Far West. C'est le Far West, et c'est l'expression que je prends souvent. C'est un Far West avec des cow-boys armés qui se baladent, qui tirent dans tous les sens, qui ont même un bandeau sur les yeux, confère le problème d'attribution, et tout le monde tire sur tout le monde, et à la fin, il n'y a plus que des victimes. Donc ça, c'est la situation vers laquelle on va, et qui est totalement inacceptable. Donc, se dire non, cet espace numérique, ce bien commun, on doit le sécuriser. C'est notre intérêt commun, tout simplement. Ce n'est pas du tout des belles idées, ni de la philanthropie, c'est juste de l'intérêt général. Et pour ça, pour le sécuriser, eh bien, chacun est responsable. Les États sont responsables, les utilisateurs sont responsables, les fournisseurs sont responsables. Et alors, quand on tire la ficelle, il y a plein de choses qui viennent. Ça veut dire, par exemple, pour ceux qui développent des systèmes, avec de l'informatique à l'intérieur, eh bien, dorénavant, il faut avoir des règles élémentaires qui, énoncées comme ça, paraissent triviales, mais qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Eh bien, par exemple, la sécurité, elle est par défaut. La sécurité, ce n'est pas une option qu'on paye en plus. Les mises à jour, c'est par défaut. Il est hors de question de payer pour avoir des mises à jour, notamment de sécurité. Des mises à jour fonctionnelles et tout ça, pourquoi pas? Question de modèle économique, mais pour la sécurité, non. C'est quelque chose qui doit faire partie de l'achat initial. Et puis, la sécurité doit être suivie tout au long du cycle de vie. Il est hors de question de faire un produit, comme la machine graphique tout à l'heure, et dire après, c'est plus mon problème. Non, c'est le problème du fournisseur tout au long du cycle de vie. Et ça a l'air évident de le dire, mais ce n'est pas trivial. Et à l'inverse, il y a une responsabilité qui doit rester limitée. Quelqu'un aujourd'hui qui se fait attaquer parce qu'il a un Windows XP, je suis désolé, mais moi je pense que ce n'est pas la faute à Microsoft. On peut critiquer Microsoft sur pas mal d'aspects, mais ils ont reprévenu pendant des années, attention, à telle date, on arrêtera le support et ainsi de suite, et il y avait largement le temps de migrer. Donc il y a une responsabilité qui n'est pas évidemment que sur toujours le même. Et puis il y a un sujet qui est très compliqué, c'est celui des vulnérabilités. Nous, on est convaincus qu'il faut empêcher une sorte de commerce des vulnérabilités informatiques de se développer. Et c'est facile à dire, c'est très compliqué à faire, parce que, évidemment, il y a un marché, il y a des offreurs et des demandeurs, donc le marché, il est là. C'est un marché qui est un marché dématérialisé, donc qui est très difficile à contrôler. Quand vous voulez contrôler de l'armement, si vous voyez passer un char, normalement, ça se remarque. Une vulnérabilité informatique, c'est en pièce jointe avec le mail. Et puis, si c'est bien chiffré, même avec des moyens que nos démocraties n'ont pas, heureusement, eh bien, de toute manière, ça passe inaperçu. Il faut empêcher ce commerce de vulnérabilité. Ça fait également partie de ce qu'on pense être très important pour stabiliser ce cyberespace et éviter que ça devienne un Far West. Et puis, dernière chose, il faut vraiment préserver l'usage de la violence légitime, j'ai appris ça, et interdire le fait d'utiliser, même pour de bonnes raisons, des moyens offensifs. Alors je laisse de côté l'audit, le pentest et tout ça, ça peut s'encadrer, ça. Mais notamment une notion absolument abominable qui circule dans certains milieux, c'est la notion de hackback. Je suis attaqué, je me défends, je contre-attaque. Donc là, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi parce qu'on est à peu près sûr de contre-attaquer sur quelqu'un qui est lui-même une victime. Bon, quand on explique ça en France, les gens disent « bah oui, c'est évident, ça faire ». Aux États-Unis, autre perception de l'autodéfense et de l'usage des armes, eh bien non, il y a plein de personnes qui pensent que de toute manière, l'État ne sera jamais capable de les défendre, donc c'est à eux de se défendre, et donc ils vont s'armer, et dès qu'ils se feront attaquer, ils vont contre-attaquer. Et alors ça, c'est le début du grand n'importe quoi, si on part là-dedans. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis juste la devise de l'ANSSI pour cette année, c'est tous connectés, tous impliqués, tous responsables. Tous connectés, oui, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Tous impliqués, oui, parce qu'on est de plus en plus des acteurs de ces mondes numériques, très clairement. Parfois très acteurs, évidemment. Et tous responsables parce qu'on a un rôle à jouer pour que cette sécurité soit garante du fait que c'est le bon côté du numérique qui va se développer et pas tous ces trucs atroces que je vous ai dit pendant une heure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Bon, on a du temps pour les questions. Je voudrais juste rappeler les tout premiers virus, à quoi ils ressemblaient. On les a eus au Bell Labs sur les premiers bitmaps, mais surtout sur le Sun 3, il en est arrivé. Les deux premiers que je connaissais très bien, c'était une petite araignée qui se pointait, qui commençait à marcher au bord de la fenêtre, qui se dupliquait quand elle arrivait au bord. On pouvait les tuer avec la souris, puis sinon, ça bouffait tout l'écran. C'était très drôle. Et le plus joli, le plus élégant, c'était sur Tech, enfin sur XDVI, donc quand on fait des textes de maths, où sur une page, de temps en temps, on voyait un S écrit à l'envers.
ou un D qui était écrit à l'envers, comme dans Lucky Luke, là, quand il y a des S, ils sont toujours à l'envers. Et alors là, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Alors on faisait refresh, et tout était bien. Et puis, ça restait 15 jours dans notre labo, comme ça. Les gens ne comprenaient pas, on n'avait pas la notion que le virus existait, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Puis après, le virus s'est mis à exagérer. On voyait des lettres qui tombaient et qui se transformaient en petits tas de poussière en bas, et les textes commençaient à tomber, donc on n'arrivait plus à bosser parce que les morceaux du texte partaient en morceaux. Et après, ça a changé vers d'autres. Oui. Question? Oui?